Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire MHD Expert. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir avec nous IP Fabric qui vont nous parler de leurs solutions. Et comme on va le découvrir plus loin dans cette session, c'est une solution qui permet de répondre à beaucoup de challenges et beaucoup de besoins qu'on rencontre aujourd'hui sur les réseaux. Donc, tout simplement, le réseau aujourd'hui a une valeur capitale. Il faut qu'il marche, il faut qu'il assure un taux de disponibilité est très important. Donc, si on n'a pas le bon outillage qui permet d'assurer cette haute disponibilité, on ne pourra pas assurer la fiabilité qu'on demande au réseau. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec Sébastien et Tillman. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous présenter votre solution et aussi la présenter à toute la communauté MHD Expert. Donc, pour faire cette animation, donc je serai accompagné avec Driss. Qui va poser avec moi toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à poser toutes les questions. Donc le chat, donc il y a un Q&A dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Pour information, donc ce webinaire est enregistré. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à ce webinaire, ils pourront le consulter plus tard. On essaiera bien sûr de répondre à toutes vos questions en séance. Maintenant, si le temps imparti ne permet pas de répondre à toutes les questions, on pourra répondre à ces questions-là dans un second temps. À la fin du webinaire, un mail sera envoyé pour pouvoir consulter l'enregistrement de ce webinaire. Et bien sûr, comme d'habitude, on le postera aussi sur notre plateforme MHD Expert pour pouvoir le visualiser. Donc, encore une fois, Sébastien et Tillman, merci vraiment beaucoup de votre temps. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'aller dans le vif du sujet et de nous présenter votre solution qui je suis sûr, va intéresser un grand nombre de personnes, voire tout le monde qui se connecte à ce webinaire. Merci. Parfait, merci Hicham. Et on est vraiment très heureux avec Sébastien de participer à ce webinaire et on voulait encore vous remercier pour cette invitation avec Driss et donc cette possibilité de présenter notre solution de Network Assurance automatisée. Encore merci pour l'invitation. Donc, le but de ce webinaire, c'est, comme Hicham l'a mentionné, de vous faire découvrir notre technologie de Network Assurance et également ses applications concrètes pour le réseau. On voulait, avec cette session, aussi expliquer quel type d'enjeux et de problèmes vécus par les entreprises et les équipes informatiques et réseaux ce produit va répondre. Et enfin, vous montrer comment on utilise notre plateforme avec plusieurs cas d'usage et on répondra à vos questions. Comme Hicham, tu avais mentionné, vous pouvez les poser les questions dans le chat, dans la section Q&A. On tentera d'y répondre directement pendant la présentation, si c'est possible, ou alors on prendra le temps en fin de webinaire. Et si vous nous posez vraiment une colle, on reviendra alors vers vous par mail. Voilà. Peut-être on va se présenter. Donc, je commence. Donc, je m'appelle Tillman Kreft. Je suis account exécutif pour IP Fabric. Ça fait déjà 2 ans et demi que je travaille pour la société IP Fabric. Et je suis responsable du développement commercial pour le marché français et allemand. Voilà. Je suis accompagné aujourd'hui de Sébastien Dargueuve. Sébastien, si tu veux te présenter. Merci Tillman, et merci du coup pour l'invitation. Donc voilà, moi je m'appelle Sébastien Dargueuve. Donc ça fait un peu plus de 2 mois et demi maintenant que je travaille pour IP Fabric, donc c'est tout récent en tant que système ingénieur. Avant ça, donc je travaillais dans une grande banque à Londres pendant un peu plus de 10 ans où j'ai été responsable de production et team leader au sein de l'équipe réseau. Et ce qui m'a vraiment plu dans le projet d'IP Fabric, c'était de voir les solutions aux problèmes que je rencontrais pratiquement tous les jours. Et c'est ce que je veux faire passer aujourd'hui, donc vous montrer la plateforme et voir comment est-ce que ça peut vous aider aussi. Parfait. Merci Sébastien. Donc, on va commencer avec la présentation, une courte présentation d'IP Fabric et la société en soi. Donc, IP Fabric, c'est un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans le domaine du Network Assurance automatisé. Le siège social se situe à New York, mais le principal pôle opérationnel est situé à Prague, en République tchèque. L'entreprise a été fondée donc, par des anciens ingénieurs réseau certifiés CCIE,
Certains étaient même instructeurs CCIE. Et l'idée de créer IP Fabric est vraiment venue d'un problème qu'ils ont vécu eux-mêmes lorsqu'ils étaient ingénieurs et architectes. Et ça vient d'un constat qu'ils ont fait en commun. Le premier, c'est que les ingénieurs réseau passent un temps considérable sur des activités qui ne sont pas valorisantes et souvent très répétitives. Donc, on pense bien évidemment à la documentation du réseau et des changements qui sont opérés sur le réseau. Le deuxième constat, c'est qu'ils passent plus de temps à intervenir sur des incidents plutôt que d'optimiser ce réseau en amont afin qu'il génère moins de problèmes. Donc, il y a vraiment une dimension très pragmatique dans IP Fabric et dans sa mission. Concrètement, on essaye de faciliter la vie des ingénieurs et des architectes réseau grâce à une automatisation de ces tâches chronophages. Je voulais peut-être revenir sur le concept de Network Assurance. Je ne sais pas si c'est un concept avec lequel vous êtes tous familiers, mais en tout cas, comment nous, on comprend le Network Assurance au sein d'IP Fabric. Premièrement, c'est de s'assurer que le réseau fonctionne de la manière attendue. Il y a vraiment cet aspect de intent, donc attente. Aussi, c'est d'optimiser la disponibilité des services grâce à une meilleure connaissance et une meilleure visibilité de son environnement. Et enfin, c'est d'insuffler, on va dire, de la proactivité dans la gestion en général et d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'aient un réel impact sur le service ou l'activité de l'entreprise. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on propose, IP Fabric? On a développé une plateforme analytique réseau qui regroupe plusieurs fonctionnalités de documentation, d'analyse et d'automatisation. C'est une solution on-premise qui se déploie dans l'infrastructure du client directement. Et le scope d'analyse va vraiment prendre en compte l'infrastructure du réseau. Donc, tous les appareils, que ce soit les switches, les routeurs, les firewalls, les load balancers ou la Wi-Fi, et tous les éléments qui sont connectés. Je mets vraiment l'accent sur le côté analytique. IP Fabric ne va pas modifier la configuration du réseau, ni générer des actions. Ça va vraiment générer un snapshot. Donc, un snapshot, un instantané, très détaillé de votre réseau à un moment donné. Voilà. L'avantage, je pense, de notre plateforme, c'est qu'elle est très légère et facile d'installation, de déploiement et de maintenance. Et donc, quand on parle de facilité de déploiement, dès le premier jour d'installation, vous avez déjà accès à une topologie et à une documentation actualisée de votre réseau. Voilà. Tilman, Oui. Donc, il n'y a aucun agent à installer quelque part ou quelque chose à activer sur un switch ou un routeur ou un firewall. Non. Elle est vraiment agentless. Tout à fait, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un parti pris d'IP Fabric d'être agentless et d'être vraiment en read-only. Et on va voir un peu plus en détail après avec Sébastien comment la technologie est conçue. Mais voilà, on est vraiment sans agent. Et c'est ça aussi qui rend l'outil très, très léger et qui ne requiert pas beaucoup d'espace. Et si je prends un exemple, avec un seul serveur, on est en capacité de déployer et de découvrir un réseau de plus de 10 000 appareils réseau. Voilà. Donc, un ordre d'idée. Aussi, un point très important, je pense, dans l'ADN d'IP Fabric, et le grand point fort, c'est notre approche multi-éditeur. Donc, je pense que l'audience et les personnes qui participent à ce webinaire ont cette conscience et la complexité d'avoir plusieurs types de hardware réseau, de constructeurs, avec chacun une manière de fonctionner et pour chacun un software, une solution de management et d'analyse. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de centraliser l'analyse du réseau, mais aussi d'éviter une dépendance pour un constructeur particulier. Si par exemple, vous avez que du Cisco, je pense qu'on aura des outils comme Prime ou peut-être du DNA pour essayer de pousser l'analyse. Mais après, si vous souhaitez changer pour un autre constructeur, du Aruba, du Arista, il y a toute la partie outillage qu'il faudra revoir. Et donc là, ce qu'on essaie, c'est d'enlever cette dépendance pour un constructeur particulier. Aussi, ce qu'on essaie de voir, c'est de concevoir le réseau par le prisme de la technologie et non du constructeur. Et c'est d'avoir la flexibilité dans la stratégie que vous allez choisir pour le constructeur. Il y a une grande compatibilité. Ouais. Comment fait-on si on veut ajouter un nouveau constructeur à la plateforme? Alors en fait,
si on souhaite ajouter un nouveau constructeur, il faut comprendre qu'en fait, IP Fabric se connecte directement aux appareils réseau pour récupérer des informations. Et en fait, si un nouveau constructeur doit être ajouté à la plateforme, c'est à nos développeurs de développer le nouveau langage qui va nous permettre de comprendre ce constructeur, ces appareils. Donc, c'est un travail de développement qui doit être mis en place. Et concrètement, ce qu'on fait avec des clients ou des prospects qui nous disent, bah voilà, vous avez une très bonne couverture, mais il y a 10% qui n'est pas encore couvert par IP Fabric, c'est de pouvoir comprendre à quel point c'est critique pour eux, quels sont les cas d'usage qu'ils veulent avoir avec ce constructeur. Et ensuite, c'est en fonction de l'engagement et en fonction des échanges qu'on a eus avec ce client, de convenir d'une date d'implémentation de ce nouveau constructeur. Donc, tout ce que vous voyez là, oui, je t'écoute. Ouais, excuse-moi de te couper. Ça prend par exemple combien de temps par exemple, si je demande le rajout d'un nouveau constructeur, ça prend combien de temps pour la team de développement pour le rajouter à peu près en fait? Alors, en fait, on a des cycles de release qui sont assez courts. On va dire, on a des cycles de 3 mois. À chaque fois, on ajoute des nouveaux développeurs ou des nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, des grands cycles de release qui peuvent prendre peut-être 6 à 7 mois. Tout dépend en fait du besoin du client, de l'engagement qu'on a créé avec eux. Et vraiment, si le besoin est confirmé, on pourrait avoir une très bonne réactivité. Je pense qu'un constructeur peut être, ajouté d'ici 3 mois. Ça va être le plus rapide qu'on va faire. Voilà. On essaie vraiment d'être réactif à ce niveau-là. Voilà. Donc, comme vous voyez, il y a une grande compatibilité en termes de constructeurs, les plus connus du marché, orientés plutôt enterprise. On s'oriente vraiment pour des réseaux qui sont larges, complexes, où il y a vraiment le besoin de visibilité. Et évidemment, une bonne compatibilité pour Cisco, puisque, comme je l'ai mentionné, les fondateurs d'IP Fabric qui viennent de l'environnement Cisco, avec des appareils assez classiques, du Nexus, Catalyst, mais aussi de la nouveauté avec Cisco SEI, du Meraki. On a commencé à développer maintenant la visibilité SD-WAN avec Versa Networks. Ça sera bientôt suivi par Viptela et aussi Silverpeak. Et ensuite, on a déjà mis le pied dans la visibilité de l'infrastructure basée sur le cloud avec le support de AWS et qui sera aussi suivi de près par Google et Azure. Voilà. Je vous laisse consulter cette slide pour voir si vous vous retrouvez dans ce qu'il y a dans votre environnement. Donc, c'est centraliser et avoir la visibilité de tous les domaines du réseau, LAN, WAN, Data Center, SD-WAN et aussi Cloud. Maintenant, je vais laisser Sébastien vous expliquer vraiment comment la solution est conçue et comment on arrive à donc représenter et collecter les différentes informations du réseau. Merci, Tilman. Oui, rapidement, il y avait une question dans le chat. On nous dit combien de temps prend la découverte d'un réseau pour 11 000 devices, par exemple. Pour 10 000 devices, ça prend combien à peu près de temps? D'accord. Alors, c'est une bonne question. Ça va dépendre un peu du type d'équipement. Mais de ce qu'on voit, on peut découvrir jusqu'à 3 000 équipements par heure. Donc, pour du 11 000 devices, on sera sur, on va dire, 3 heures, plutôt, on va dire, en dessous de 4 heures. C'est le temps. C'est pas forcément un temps exact. Ça va dépendre, comme je dis encore une fois, de l'environnement. Mais c'est en ordre d'idée, je dirais 4 heures. C'est ça. Si je prends l'exemple d'un de nos clients Airbus qui a un environnement à peu près de cette taille-là, d'environ 10 000, 11 000, on est en dessous des 4 heures. Je pense qu'on est sur du 3 heures, 3 heures et demie, et on est en constante relation avec eux pour optimiser notre base de données et avoir un peu plus de vélocité pour réduire ce temps. Donc, on est en constante amélioration et je pense qu'on essaye d'atteindre à un moment, je pense 2 heures, 2 heures et demie, ça sera, on pourra dire qu'on a une bonne performance. Mais déjà, voilà, il faut compter 3 heures, 3 heures et demie. Ok, donc là maintenant je vais partir sur la présentation et expliquer un peu comment IP Fabric fonctionne. Donc ce qui se passe, c'est que l'idée c'est on va découvrir votre réseau et donc on va repartir, c'est d'avoir cette découverte complète, de comprendre la topologie du réseau. Donc pour ça, ce qu'IP Fabric va faire, il va se connecter comme le ferait un de vos ingénieurs réseau à qui on demanderait d'aller comprendre le réseau, dessiner la topologie.
Et donc, l'idée, c'est connexion en SSH, de se connecter sur un équipement. Donc, par défaut, ce sera la default gateway du serveur sur lequel on a installé IP Fabric. On va se connecter sur cet équipement-là, regarder plusieurs commandes pour comprendre non pas quels sont juste les voisins, mais quelles sont les relations qu'on a avec les voisins. On ne cherche pas juste à comprendre le niveau 1, qui c'est qui est directement connecté avec cet équipement, mais voilà, vraiment comprendre niveau 2, niveau 3, comment on interagit avec nos voisins. Une fois qu'on a récupéré ces informations-là, on va pouvoir se connecter sur les équipements voisins et ainsi de suite jusqu'à découvrir l'intégralité du réseau. Donc, c'est vraiment cette partie, donc on va dire découverte via ligne de commande. On a aussi, on peut découvrir via l'API. Et là, par exemple, c'est pour les vendeurs type Cisco Meraki ou comme on a maintenant depuis la dernière version qu'on a sortie avec le support d'AWS, avec Azure qui sera prévu pour une des prochaines releases, où là, du coup, c'est via l'API. Donc, c'est un mode de découverte qui est légèrement différent, mais le résultat, du coup, dans ce cas-là, est le même. Donc, une fois qu'on a récupéré toutes ces informations-là, il y a une analyse qui est faite et une fois qu'on a terminé, toutes les données qu'on a récupérées sont uniformisées et elles seront affichées de la même façon, peu importe le vendeur. C'est-à-dire que peu importe tant qu'il est supporté, les données seront affichées de façon standardisée. Donc voilà, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un snapshot. Et donc, c'est une représentation de votre réseau à un moment donné. Et ce que font la plupart de nos clients, c'est qu'ils vont faire un snapshot par jour. Et ça leur permet du coup d'avoir une vision, enfin une évolution, de voir comment le réseau a évolué, de voir comment il était configuré avant, et donc de pouvoir avoir ce suivi. Et ce qui est important encore, c'est on fait une découverte complète à chaque nouveau snapshot qui sera pris. Ça veut dire que tout changement qui sera fait, on n'a pas besoin d'aller de le mettre à jour quelque part. On va le découvrir automatiquement lors de la découverte. Donc, Si une fois qu'on a ce… Si je peux ajouter juste quelque chose à ce point-là, c'est que aussi, on a la possibilité, bien sûr, de refaire un snapshot complet. Mais là, si on prend l'exemple de 11 000 heures pour avoir une donnée qui est actualisée, on a la possibilité de prendre en mire juste une série d'appareils ou un site en particulier ou alors un chemin, un trafic. Et dans ce cas-là, c'est juste rafraîchir une partie. Et là, dans ce cas-là, c'est l'histoire de quelques secondes ou une minute. Et donc, ça nous évite à chaque fois ça nous permet d'avoir cette réactivité. Voilà. C'est un très bon point. Merci, Tilman. Excuse-moi, et donc j'imagine ces snapshots, ça permet de construire une historisation, ça permet de faire cette historisation du réseau. Donc ça peut aussi servir dans le cadre d'un troubleshooting, par exemple. Si, par exemple, on sait qu'il y a un chemin qui change à un moment et on se dit on va s'intéresser à cette chaîne-là. Et à chaque fois, on fait des snapshots pour toutes les heures et ça permet de voir, de faire cette historisation du flux. C'est tout à fait possible. Je vais vous le montrer dans la démonstration tout à l'heure, où là, moi, je vais partir sur un cas où on a un firewall, parce que du coup, ce qu'on prend aussi, c'est pas juste d'un point de vue réseau, mais on a bien la vision de la sécurité aussi, donc tout ce qui va être access list et firewall, pour pouvoir inclure ça dans le end-to-end pass, par exemple, comme dans ton exemple. Donc voilà, donc toutes ces informations qu'on a, donc elles sont accessibles en utilisant, donc là, en allant sur la page web donc de l'outil. Vous allez pouvoir donc voir toutes les documentations et donc tout ce qu'on va voir ensuite. Et il y a une autre partie aussi pour aller encore plus loin, c'est tout ce qui va être toutes les données que vous allez récupérer dans IP Fabric sont accessibles via l'API. Et ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir intégrer IP Fabric au sein de votre environnement tooling. Donc, un des exemples que j'aimerais faire, si on a encore le temps à la fin du webinaire, c'est essayer de montrer comment est-ce qu'on peut utiliser les données qu'on a et les intégrer dans l'outil de monitoring. Un outil de monitoring n'est performant que s'il monitore l'intégralité du réseau. Et comment est-ce qu'on a la certitude que tout est bien monitoré? Enfin, c'est toujours ce problème d'audit, quand est-ce qu'on vérifie? Avec IP Fabric, et c'est ce que je vais montrer ensuite, c'est on peut regarder, voir la différence qu'on a eu sur un nouveau snapshot qui a été fait. S'il y a des nouveaux équipements qui sont apparus, on peut les rajouter automatiquement via l'API dans l'outil de monitoring. Donc c'est l'exemple que je veux faire. C'est bien évidemment possible de le pousser plus loin, enfin, avec supprimer les équipements qui ont été enlevés, etc. Donc c'est juste un exemple que je vais donner ici. D'accord. J'ai une question en fait. Vas-y, Hicham, je pense que toi aussi, tu as une question à poser.
Ouais, moi, est-ce qu'on peut dire que l'outil peut être une source de vérité ou C'est une très bonne question. Donc là-dessus, je dirais, il y a plusieurs réponses. Moi, j'aime bien l'appeler source de vérité observée. C'est-à-dire que je vois deux types de sources de vérité. C'est-à-dire qu'il y a la source de vérité, celle qu'on veut, celle qu'on souhaite avoir. Et donc là, on a un de nos partenaires, donc comme Tilman l'avait mentionné avant, on peut utiliser par exemple Netbox, qui va être ce que l'on souhaite avoir. Maintenant, la source de vérité que IP Fabric va découvrir, c'est celle qui est observée. Le cas, par exemple, typique, si on prend l'exemple de je viens de rajouter des équipements, s'ils ne sont pas dans ma source de vérité, est-ce que ça veut dire que c'est des équipements qui ne devraient pas être là? Est-ce qu'il faut que je les enlève? Et c'est là où, du coup, d'intégrer IP Fabric, donc une plateforme d'assurance avec une source de vérité, va pouvoir vous permettre de mettre les deux informations en parallèle et ensuite de pouvoir prendre une décision de dire ces équipements doivent être ajoutés automatiquement dans ma source de vérité. ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que cette intégration, c'est possible. Imaginons, on a une source de vérité avec du Netbox, imaginons. Donc, on peut tout à fait comparer le snapshot du réseau, c'est-à-dire ce qui tourne vraiment en production avec ce qui est renseigné dans la source de vérité et remonter le delta, j'ai envie de dire. Tout à fait. L'outil, il permet de faire ça. Ok, c'est génial. Okay. Une question, les informations ne sont pas collectées par SNMP, ça on a bien compris. Est-ce que c'est une partie pris? C'est fait exprès ou c'est parce pourquoi on n'utilise pas SNMP? Alors, c'est tout à fait ça, c'est un parti pris, c'est une décision qui a été prise. Donc, on n'est pas un outil de monitoring. Donc, l'idée, c'est pas d'aller poler fréquemment des informations. Et SNMP, ça va être un peu plus, ça va donner une charge un peu plus importante au niveau du réseau, au niveau des équipements, pour récupérer des informations. Donc vraiment, l'idée, c'était de se dire, c'est vraiment, on va récupérer les informations via SSH et on peut aussi avoir plus d'informations. Et là, je pensais à ça où on a par exemple, je me rappelle d'un cas qu'on avait avec IRGRP, où d'un point de vue SNMP, les MIB existantes sur les équipements Cisco sont assez limitées. Moi, je me rappelle de mémoire, on ne pouvait rien récupérer d'utile via SNMP. On avait dû utiliser d'autres solutions pour pouvoir récupérer des informations. Et donc, avec SSH, on n'a pas ce problème-là, où là, du coup, c'est vraiment des commandes comme un humain les taperait. Donc, on a vraiment accès à toutes les informations que l'on souhaite. C'est ça. Et il y a vraiment aussi une complémentarité avec un outil de monitoring qui, lui, va avoir cette réactivité et peut déclencher une alerte très rapidement sur certains paramètres. Et ensuite, de dire, allons sur IP Fabric, faisons un nouveau snapshot et voyons vraiment dans le détail ce qui se passe et quelle est la raison de cet incident. Donc, c'est vraiment comme ça que les entreprises arrivent à articuler IP Fabric et ses outils de monitoring. Donc, je voulais expliquer très brièvement, on va dire, les trois grands domaines d'utilisation de notre plateforme. On a déjà évoqué quelques cas d'usage et quelques actions. Donc, le premier, vraiment, c'est la base de référence, qu'on appelait le baseline. Donc, c'est faire le constat de ce que j'ai dans mon réseau, comment les appareils sont interconnectés, quelle est l'architecture globale, quelle est la santé globale de mon réseau. Donc, c'est vraiment le premier problème qu'on rencontre en fait avec nos clients, c'est souvent une documentation qui est incomplète, obsolète ou alors des données qui ne sont pas fiables. Je pense que ça, c'est quelque chose qui arrive souvent comme problème, c'est un oubli, une négligence d'un administrateur ou d'un ingénieur qui n'a pas renseigné un changement, ou alors il n'y a même pas de processus de documentation qui est mis en place. Même des fois, dans des grandes entreprises, on voit qu'ils n'ont pas vraiment quelque chose qui est mis en place. Donc, sans cette base, tout projet informatique, que ce soit un renouvellement d'un parc switch, une migration d'un data center ou alors l'adoption d'une nouvelle technologie comme Cisco SCI, pour mentionner, ça va être très compliqué à réaliser. Donc, cette partie-là, c'est proposer un audit automatisé avec des données qui sont toujours actualisées sous forme de tableau ou de topologie dynamique. Ensuite, ça sera la partie d'utiliser, une fois donc que ce constat est fait, qu'on a vraiment une base de référence solide, c'est de l'utiliser pour de l'exploitation ou du maintien en conditions opérationnelles, comme tu as mentionné, Hicham. Là, le grand défi pour les ingénieurs
et de pouvoir intervenir et de résoudre des incidents avec une documentation qui est incomplète. Et parfois, les ingénieurs ils reçoivent même des informations contradictoires qui viennent de services différents. Dans ce cas-là, il faut interroger manuellement les appareils avec une ligne de commande ou faire des corrélations. Donc, ça prend du temps et tout le temps où la panne est effective, il y a un impact non négligeable sur le service et sur le business. Donc, avec IP Fabric, on met à disposition une base de données standardisée et fiable et les corrélations sont déjà faites sur notre plateforme. Donc, nos clients, ils arrivent très rapidement à faire de l'analyse de cause première et réduire le temps moyen d'intervention. Et un point important à mentionner, c'est que cette base de données, elle est accessible à tous, pas seulement aux personnes qui maîtrisent la ligne de commande. Donc, ça donne par exemple aux premières lignes de support une meilleure autonomie, puisque au lieu de directement faire une escalade et aller demander à un architecte de l'aide, ils pourront directement se connecter sur IP Fabric et ça sera une base de données où ils posent les questions et récupèrent les informations dont ils ont besoin. Et le troisième pôle, qui est vraiment là le pôle intéressant et d'innovation, c'est autour de l'automatisation. Il y a une tendance très nette maintenant pour l'automatisation réseau avec des outils comme Ansible, Terraform, Nornir. Et il y a vraiment des questions qu'il faut se poser au préalable avant de vraiment entamer une réelle stratégie d'automatisation. C'est déjà par où commencer, qu'est-ce qu'on veut automatiser, où est-ce que je vais puiser mes informations et à quel point j'ai confiance dans les données que j'utilise dans mes cadres d'automatisation. Donc, IP Fabric, à ce niveau-là, ça va aider pour la récolte et la mise à disposition des données qui seront ensuite utilisées dans les cadres d'automatisation de type Ansible. Ça peut également faire de la validation, c'est-à-dire qu'une fois que les actions automatisées sont déroulées, vérifier que tout est bien réglé et que tout est conforme aux standards de l'entreprise. Tilman, oui. Il y avait une question que je trouvais importante, même si Sébastien a répondu en fait en écrivant la réponse. Est-ce que la solution est capable en fait de nous dessiner le schéma et nous sortir par exemple un document HLD, LLD en format Word ou autre? Oui, alors tu veux répondre, Tilman? Non, je te laisse répondre, Sébastien. Okay. Donc, effectivement, la solution propose ces deux options-là. C'est-à-dire qu'il y a l'option schéma, donc d'avoir le schéma réseau type Visio, mais je dirais qu'il va un peu plus loin avec les différentes couches du coup qui sont représentées. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail lors de la démo. Et il est aussi possible d'avoir toutes les informations qu'on a récupérées sous forme de documents Word, avec type LLD, avoir vraiment tout le détail qu'on peut avoir par exemple par site ou ça c'est au choix. Donc on peut avoir ce document-là qui va vraiment rentrer dans le détail et avoir un document qui peut être utile pour des audits ou d'autres choses de ce genre. Oui, c'est souvent intéressant aussi. Oui, pardon, juste oui, pour de vas-y, l'intervention, comme on dit, sur site. Donc, c'est avant, après, pareil, avoir cette liste, cet audit automatisé et ensuite compléter et documenter les étapes et qu'est-ce qui a été fait en fait sur un site en particulier. Et ça, je pense aussi, c'est un point qui est très important aussi pour les intégrateurs, c'est de dire quand j'ai fait une intervention ou on intègre quelque chose pour un client, d'avoir cette preuve que tout est bien intégré, que tout est bien conforme, ça peut être aussi utile. Ouais. Il y avait une deuxième question. Est-ce qu'on pourrait avoir une liste exhaustive des équipements qu'on pourra aller analyser? Par exemple, je prends Cisco. J'imagine que c'est par OS, hein, c'est pas par nom d'équipement modèle, c'est plutôt par OS. C'est ça. Alors, pour ça, je peux envoyer le lien du coup d'une matrice qu'on a qui donne ces réponses. Ça, je vais répondre à la question. Tu peux la mettre s'il te plaît dans la réponse. Merci. Ouais. Et aussi, ça sera intéressant peut-être d'envoyer un exemple du rapport HLD, LLD qu'on génère automatiquement. Comme ça pourra montrer un peu ce qu'on arrive à faire. Donc, pour finir sur la partie innovation, comme disait Sébastien, toutes les données qui sont collectées par IP Fabric vont être disponibles par API. Et donc, elles vont pouvoir être injectées dans d'autres systèmes de gestion réseau, du monitoring, du ticketing, de
de l'automatisation. Et on vous montrera donc un exemple concret d'intégration. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est autour de la communauté IP Fabric. On a vraiment une communauté de passionnés d'automatisation, des clients ou des partenaires qui aiment échanger et partager des exemples d'intégration, de l'innovation qu'ils trouvent intéressante et comment on peut utiliser IP Fabric sur d'autres sujets. Donc, on a plusieurs plateformes sur lesquelles la communauté échange et ça sera intéressant si vous êtes intéressé de partager vos cadres d'automatisation, qu'est-ce qui vous intéresse et voilà, de pouvoir échanger avec la communauté IP Fabric, ça sera intéressant. Je pense maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce point-là, je peux laisser la main à Sébastien qui va donc vous montrer, faire une démonstration de l'outil et avec des cas d'usage voilà, très, très concrets. Moi, j'ai juste une question sur la partie des données qui sont stockées dans votre solution. Est-ce qu'elles sont chiffrées ou sécurisées ou enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quand même, on va dire, des informations qui sont assez critiques. Comment elles sont stockées dans la solution? Sébastien, si tu veux, est-ce que tu as un élément de réponse? Oui, donc pour ça, donc les données, donc il y a possibilité de les chiffrer. Il faut que je vérifie, je dois avouer que je ne suis pas peut-être à 100% sur ce point-là, mais de mémoire, il y a possibilité de chiffrer les données. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir que toutes ces données sont au sein de votre infrastructure. Donc, elles sont pas accessibles. Nous, enfin, en tant que personne d'IP Fabric, on n'y a pas accès. C'est vraiment, elles sont sur le serveur localement sur votre site. Donc, elles sont, je veux dire, aussi bien sécurisées que l'est votre infrastructure là où est le serveur. Il n'y a pas besoin d'accès à Internet non plus. Donc, ça peut être complètement isolé. Et voilà. Et donc, nous, on n'a pas accès. Le seul moyen où IP Fabric peut avoir accès aux données des clients, c'est lorsqu'on demande un tech support et on essaye de procéder à un ajustement ou, par exemple, travailler sur l'intégration d'un nouveau constructeur. Et dans ce cas-là, on demande si le client peut créer donc ce snapshot et nous envoyer le snapshot sur lequel on peut travailler. Mais bien, ça se fait toujours dans un souci de confidentialité avec le client, bien sûr. Okay. Merci. Très bien. Je partage mon écran. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous le voyez bien? Oui. Ça me paraît bien. Est-ce que je peux enlever ça? Non, OK. Donc voilà. Donc là, je suis donc sur mon environnement de démo. Et ce que je vais montrer ici, tout d'abord, c'est la partie snapshot. Donc, comme on l'a expliqué, le snapshot, c'est le résultat de la découverte d'IP Fabric. Ce qu'on voit ici dans les loaded snapshots, j'ai 3 snapshots qui sont chargés dans la mémoire du serveur. Et ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je vais pouvoir très rapidement passer d'un snapshot à l'autre directement dans mes vues, ce qui va pouvoir servir pour faire la comparaison de snapshots. Les snapshots que j'ai en dessous, c'est des snapshots qui sont sur le disque, donc ils ne sont pas chargés, mais ils sont accessibles. Donc si je veux en charger un, il suffit de cliquer sur un et de le charger en mémoire. Il y a possibilité d'en avoir 5 actifs dans la mémoire. Donc voilà, donc ensuite, si on a besoin si on en a 5 déjà dedans et qu'on en a besoin, il faut en enlever un pour pouvoir en remettre un autre. Donc voilà l'idée des snapshots qui sont ici. Sur le menu que j'ai en haut à gauche ici, je vois les snapshots qui sont chargés et c'est ce qui va me servir du coup pour pouvoir passer d'un à l'autre. L'idée ici, donc comme on l'avait dit, la plupart de nos clients font, on va dire, un snapshot par jour. Après, certains en font plus, mais on va dire idéalement, c'est quand même un par jour. Donc là, sur ma démo, c'est basé sur 3 jours de snapshot. Et donc, je vais revenir dessus ensuite. Pour revenir ensuite sur la durée, donc là, ici, on voit pour mon environnement, c'est un peu plus de 18 minutes pour en dessous de 700 équipements. Ça correspond à peu près à ce qu'on avait dit tout à l'heure au début. Voilà, donc là, j'ai le snapshot qui a été terminé. J'ai déjà ici une liste d'équipements, mais je vais revenir dessus plus en détail maintenant dans la partie inventaire ici. Donc, voilà pour la partie snapshot. Donc maintenant, je vais regarder dans mon inventaire. Et donc, ici, il y a déjà plusieurs cas plusieurs scénarios qui peuvent être tout de suite très utiles. Et moi, je me rappelle, c'était quelque chose qui m'a vraiment attiré. C'est cette partie où on arrive sur la fin d'année, on veut renouveler son contrat. Ou alors, on a un site particulier où on va devoir
remplacer les équipements ou faire quelque chose. Donc, ici, j'ai une liste complète de tous mes équipements réseau. Et par exemple, ici, je peux regarder sur un site en particulier. Donc, tous les champs qui sont ici, je peux faire des recherches, je dirais simplement en tapant le nom ici. Pour les adresses IP, je peux utiliser le subnet ou je ne suis pas obligé d'utiliser une adresse IP exacte. Donc, pareil ici, pour l'uptime, on peut rechercher avec des durées ou la mémoire, je peux faire plus grand ou plus petit. Enfin, tous les champs, on peut faire des recherches avancées dessus de façon très simple. Donc, avec un inventaire qui sera du coup très complet. Et donc, voilà, avoir cette liste où on sait que c'est une liste qui correspond vraiment à ce qu'on a en production connectée sur le réseau. Nous, je sais que c'est quelque chose qui pouvait être un process qui pouvait prendre parfois plusieurs mois pour essayer d'avoir une liste et c'est un peu compliqué. Donc là, très rapidement, vous avez ça en quelques clics. Vous avez une liste avec toutes ces informations-là. Par exemple aussi, je vais vous les montrer, on récupère aussi la version. Donc là, on peut prendre un exemple où, par exemple, on vient de se rendre compte qu'il y a une version qui possède un bug. Par exemple, donc je vais rentrer ça là, donc la 15.5.3, c'est un exemple. Mais voilà, vous venez de vous rendre compte qu'il y a une vulnérabilité dessus, il faut les mettre à jour. Quels sont les équipements qui ont cette version ici? Très rapidement, donc juste en rentrant ça ici, j'ai ma liste d'équipements et je sais que je peux aller demander à quelqu'un ou mettre ces équipements-là à jour. Donc ça, c'est un moyen très simple de faire des recherches et de pouvoir tout de suite l'utiliser. Maintenant, je voulais aussi parler de ce qu'on voit au-dessus. Ici, donc, on a toute la partie Intent Verification Rules. Ce qui est important dans cette partie-là, c'est qu'on a par défaut dans IP Fabric plus d'une centaine de ces règles qui existent par défaut et qui ont été créées par ceux qui ont développé donc, IP Fabric, donc des gens qui ont beaucoup d'expérience, CCIE, et donc c'est des checks qui vont permettre de vérifier la bonne santé du réseau. Donc là, par exemple, on peut regarder, il y en a un qui va être la mémoire utilisée. Donc si je clique sur celui-là, on voit ici, ça met la mémoire qui a une utilisation au-dessus de 85%. J'aurais dû enlever le fil que j'ai ici. Voilà. Donc là, je suis capable de voir donc, tous les équipements qui sont sur le réseau avec une mémoire utilisée qui est importante et qui peut donc poser des soucis en production. Donc voilà, donc il y a ça. Et si je reviens avec mon exemple de l'OS, si on voulait créer une nouvelle règle, parce qu'idéalement, les règles qui existent par défaut, c'est bien, mais ce qu'on veut faire, c'est pouvoir les adapter à son environnement. Et du coup, ça peut devenir un outil de compliance. Donc là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer comment est-ce qu'on peut rapidement créer une nouvelle règle, en reprenant mon exemple de ma version ici, donc qui était là 15.5.3. Si je reprends ça, ici, ce que je peux faire, c'est je clique ici sur mon Intent Verification Rules. Je lui donne un nom, donc je vais lui donner un nom simple. La colonne que je veux coloriser, donc ce sera celle de la version. Et je veux afficher en rouge tous les équipements dont la version est égale à cette version-là. Une fois que j'ai fait ça, j'ai créé ma règle. Et à partir de maintenant, je vois que j'ai 3 équipements qui sont rouges. Ça veut dire que dans mon nouveau snapshot, je serai capable de voir la progression. Vous avez une question? Je trouvais que c'était fluide en fait de créer cette règle et de l'appliquer et c'était rapide. Ouais. En fait, je pense aussi que c'est le coup de main à avoir. C'est en fait d'avoir cette approche de comment tu peux créer les règles. Donc c'est toujours égal en dessous, n'est pas égal à quelque chose. Et ensuite, toutes les informations qui sont collectées par IP Fabric peuvent être vérifiées ou on vérifie la qualité ou l'anomalie des paramètres. Donc c'est assez simple. Ce qui en général on essaie de faire aussi, c'est de comprendre quels sont les aspects de compliance qui sont les plus critiques et plus importants pour le client, et ensuite de s'assurer que si elles ne sont pas déjà présentes dans IP Fabric par défaut, leur montrer comment on arrive à rapidement, comme a fait Sébastien, recréer une règle de compliance personnalisée. Voilà. Et du coup, on va revenir, j'ai d'autres exemples aussi sur lesquels on va revenir un peu plus en détail et de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer à l'état du réseau. Donc ça, c'est un autre point.
On peut se dire aussi que ça fait du capacité planning. Imaginons, Oui. par exemple, je sais que voilà, à un moment, si la mémoire atteint 80%, il faut réagir. Donc, ça permet, avec une règle simple, de dire voilà, maintenant, il faut changer tel équipement ou rajouter de la mémoire et ainsi de suite. Donc, ça permet de faire tout ce qu'on appelle capacité planning. C'est ça. Et donc ensuite, vous avez aussi un dashboard ici. Alors là, moi, je sais que dans mon environnement, j'étais en train de travailler dessus, mais vous avez un dashboard qui sera capable d'afficher les informations que vous souhaitez afficher. Donc, le mien est particulièrement chargé, mais vous allez être capable de voir très rapidement des informations importantes. Par exemple, si vous voulez regarder ici le end of sales, donc les équipements qui sont end of maintenance, end of support, end of sale. Donc toutes ces informations-là, par exemple, dans ton exemple, Hicham, tu pourrais avoir aussi quelque part ici, et je pense qu'on doit l'avoir, une règle qui serait faite pour vérifier l'utilisation de la mémoire. Et donc, on peut y accéder donc, directement depuis le dashboard. Je vois Device Memory Usage, peut-être c'est celle-ci, voilà. À gauche. Oui, voilà, dans ce cas-là. Voilà, donc après, il serait facile en réajustant ça, de le mettre plus en haut et voilà, pour pouvoir y accéder rapidement si c'est une information qu'on veut vérifier. Voilà, donc maintenant, on a quand même pas mal montré ça. Je pense que c'est important de regarder les schémas quand même parce que c'est un point important et je reviendrai ensuite vers d'autres vérifications qu'on a. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire, par exemple, on a… voilà, donc, pareil, pour donner une petite histoire, on peut dire, par exemple, ici, je dois mettre à jour mes Firepower de chez Cisco, par exemple. Si je clique sur un équipement ici, donc sur celui-là, et ça, je peux le faire du coup sur tous les équipements, je peux voir toutes les informations que IP Fabric a récupérées sous forme de table ici. Donc là, ici, j'ai des détails qui vont m'indiquer l'adresse IP qu'il a utilisée pour s'y connecter, des informations sur les interfaces, etc. Donc voilà, je vais avoir tous ces détails-là, y compris, c'est un firewall où je vais aussi avoir des informations sur les règles qui existent. Si vous avez besoin, il y a possibilité de se connecter, de regarder le log file. Et donc ça va être exactement tout ce qu'IP Fabric a récupéré sur l'équipement. Donc c'est vraiment l'interaction qu'il y a eu entre IP Fabric et cet équipement. Donc voilà, donc là on voit que le IP Fabric s'y est connecté, commence par entrer un show version, et puis ensuite, donc, il y a d'autres commandes qui sont rentrées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment pour dire que vous êtes capable de voir exactement ce qui s'est passé entre IP Fabric et l'équipement. Voilà pour les informations qu'on peut voir ici. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder le site. Par exemple, si je veux préparer mon changement ou quelque chose comme ça. Donc là, ici, je clique ici et me voilà dans la partie des schémas. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est repartir un peu du début et on va repartir. Donc, je vais enlever le niveau 3 et le niveau 2 juste pour montrer ce qu'on aurait découvert si on s'était juste focalisé sur le niveau 1, c'est-à-dire regarder quels sont mes voisins physiquement connectés. On voit qu'on a la topologie qui est ici, mais on voit qu'on a ces 3 équipements en bas qui ne sont visiblement pas connectés avec le reste du réseau. Donc, c'est là, si on regarde et qu'on se focus que sur le niveau 1, on va perdre de l'information. Maintenant, je vais partir sur le niveau 2, je vais enlever le niveau 1. Et avec le niveau 2, on connaît tous et on a, j'imagine, tous eu nos lots de soucis avec Spanning Tree. Et un boulot qui est pénible à faire et qui prend du temps, c'est si on veut essayer de trouver quels sont les ports qui sont bloquants, ceux qui sont forwarding. Ici, entre ces deux équipements-là, j'ai un trunk. Donc, ce que je peux faire, si je clique dessus, je suis capable de voir tous les VLAN qui passent sur ce trunk. Donc là, dans mon cas, je vais cliquer sur le VLAN 111, par exemple. Et ici, il faut juste que je dégroupe ça. Et voilà. En haut, je vois qu'il y a un équipement qui m'affiche route ici. Donc, j'ai mon route bridge pour ce VLAN. J'ai mes liens qui sont ici en rouge. Donc ici, j'ai un port qui est bloqué, l'autre qui est en forwarding. Voilà. Et j'ai toute cette information-là sur l'intégralité de ce site en 3 clics à peu près. Alors que si on essayait de faire ça à la main, il faut se connecter sur l'équipement, voir quel est le port qui est bloqué, quels sont ceux qui sont forwarding. Donc ça peut prendre du temps. Et ce que je peux également faire, si je clique à nouveau sur ce trunk,
c'est rajouter un autre VLAN, le VLAN 110, et voir maintenant que j'ai un nouveau switch qui est le root. Donc là, c'est le root pour le VLAN 110. Donc si vous étiez en train de troubleshooter un problème qui affectait juste un VLAN et pas l'autre, de voir qu'ils ne sont pas sur le même root bridge, ça peut peut-être aider pour le troubleshooting à se dire, ah ok, c'est peut-être un cas particulier pour ce VLAN-là, et ça peut donner des informations très rapidement que vous n'auriez pas en regardant forcément sur un schéma visio s'il n'a pas forcément été mis à jour, ou si les informations ont changé. Enfin, voilà, on n'a jamais vraiment cette certitude-là. Ici, vous savez que ce snapshot, il est, si à partir du moment où vous utilisez le dernier, donc il date au pire de la veille. Donc voilà, vous avez toutes ces informations-là très rapidement. Et maintenant, ce que je vais faire, donc on va afficher le niveau 3. Pour l'instant, je vais juste laisser RIB. Donc, ce qu'on veut ici montrer par RIB, c'est juste la table de routage du firewall. C'est-à-dire qu'il y a une connexion, il y a du niveau 3, et après, on va pouvoir regarder un peu plus en détail sur les autres protocoles. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais afficher cela. Je vais laisser le RIB parce qu'il est important ici. Voilà, donc maintenant, je suis capable de voir des informations sur mon site qui est connecté sur un cloud MPLS. Si je clique sur le lien ici, je suis capable de voir des informations sur l'état de BGP. Donc là, ici, on est sur la partie locale, c'est la ligne du bas. Donc, je suis capable de voir les informations qu'on a. On n'a pas de VRF, BGP est bien established, le nombre de routes que je reçois. Ça, c'est important, et je vais le montrer aussi après sur, idéalement, on ne veut pas recevoir 0 route parce que c'est le cas typique qui peut poser de gros problèmes, comme les outils de monitoring ne le voient pas bien parce que BGP peut être bien établi, mais vous ne recevez rien. Et vous vous rendrez peut-être compte de ce problème-là que lorsque vous utilisez le lien primaire va avoir un souci et que vous allez retrouver avec un lien de backup qui ne fonctionne pas. Ça, c'est un cas moi, qui nous est arrivé, et j'imagine que je ne dois pas être le seul. Donc, voilà, donc toutes ces informations-là, vous êtes capable de les voir, je dirais rapidement. Je peux aussi les afficher, Receive Prefixes, pour les avoir directement sur le lien, si je veux les afficher sur le schéma. Voilà, donc vous allez avoir pareil des informations sur OSPF de la même façon. Une question, Sébastien. Alors, est-ce que cette topologie, elle est créée automatiquement ou il y a un travail de mise en page à faire par l'utilisateur? C'est une bonne question. Donc, ici, il y a un travail qui a été mis en place, c'est-à-dire de rendre l'affichage, on va dire, un peu plus joli, mais la découverte est faite automatiquement, et IP Fabric va aussi essayer de mettre les équipements d'une façon logique, c'est-à-dire de respecter une hiérarchie lorsque les diagrammes vont être réglés. Ensuite, après, c'est très rapide d'aller ici, de modifier, de bouger les équipements comme on le souhaite pour avoir l'affichage que l'on veut avoir. Et une fois qu'on l'a, vous avez plusieurs moyens de le sauvegarder. Vous pouvez donc sauvegarder ici pour en faire une vue par défaut. Et vous pouvez aussi créer différentes views ici pour les partager avec d'autres personnes. C'est-à-dire, vous voulez créer une vue particulière, vous pouvez la créer, et ensuite le support pourra, par exemple, si votre équipe de support l'utilise, pourra directement se connecter dessus et ouvrir une vue vraiment particulière. Je peux sortir ce schéma-là en visio? Ou Pas en visio. C'est une bonne question. C'est pas quelque chose qui est possible. Par contre, ce que vous pouvez faire, voilà, vous pouvez l'exporter sous forme d'image. Pour l'instant, il est en PNG. C'est prévu sur la nouvelle version de l'avoir en vectoriel. SVG, je crois, si je ne me trompe pas. Mais pas le support de visio, non. Est-ce que c'est en roadmap? Non, non, ça l'est pas. Moi, j'avais une question. Imaginons qu'on a un nombre important d'équipements, par exemple 1000. Oui. Donc forcément, ça va pas tenir sur une page. Est-ce qu'on peut dire, voilà, je veux afficher que ces équipements-là, ou plusieurs pages, ou comment on fait dans ce cas-là si on a un nombre important d'équipements? D'accord. Donc là, dans ces cas-là, on va être sur. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une séparation qui va être faite. Donc, il y a plusieurs moyens pour créer cette site separation qu'on a ici, qui peut être basée sur, on va dire, l'adressage IP, sur les protocoles qui sont utilisés pour essayer de les séparer de façon logique. Donc, l'idée dans ces cas-là, pour répondre à la question, c'est vraiment, on va essayer de séparer en différents sites.
Après, donc, cette séparation peut être faite soit de façon logique, de cette façon-là, en regardant l'adressage IP et les protocoles utilisés. Sinon, on peut ici utiliser un système de regex qui vont être faits donc, en se basant sur une partie de lost name ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'on fait là, ici, dans le cas du lab. C'est ce qui est utilisé où chaque équipement a le nom voilà, du site auquel il doit appartenir. Et c'est ce qui a été utilisé, du coup, pour faire le découpage par site. Et une autre question, est-ce qu'aujourd'hui, les topologies data center, tout ce qui est VXLAN et VPN, c'est supporté Tout à par fait. la Donc, solution? on comporte, voilà, le VXLAN est supporté. Si je regarde ici dans la partie technologie, voilà, on supporte VXLAN. Vous serez capable, du coup, en regardant ici, de récupérer des informations. Il n'est pas sur la partie que j'avais prévu de présenter aujourd'hui, mais vous avez tout à fait, donc c'est supporté et vous serez capable donc, de regarder donc, les schémas correspondant à ça. Merci. Voilà, donc on est ici. Ce que je voulais juste montrer très rapidement ici, avant de repartir un peu sur la partie compliance, ce que je voulais montrer, deux choses, je viens de voir. Ici, sur ce réseau-là, on voit, on a l'impression qu'il manque quelque chose d'un point de vue résilience. Donc, ce que je peux faire, c'est ici dans les options, j'ai un moyen d'afficher les single point of failure ou les liens non redondants. Donc, si je clique dessus, je peux voir ici que ce lien apparaît bien en étant non redondant ou en single point of failure. Il apparaît bien ici. Donc, c'est-à-dire que si je perds cet équipement ou celui-là, je suis dans une situation où j'isole complètement mon site. Donc là, on détecte les spots d'un point de vue physique, c'est ça? Pas forcément que physique, c'est-à-dire que là, dans notre cas, ça l'est. Mais vous pourriez aussi avoir du niveau 1 ici, mais si vous n'avez pas de niveau 3, vous aurez la même chose. D'accord, ok. Donc ça fait à la fois physique et logique. Et logique, c'est ça. Voilà, donc là, ici, on détecte ça. L'idée, c'est de se dire, bah, je vais demander à l'équipe qui gère ça d'aller le mettre à jour. Ce que je vais faire ici, c'est il y a deux façons de le voir. Je peux faire une comparaison avec le jour d'après, dans ce cas-là. Si je fais cette comparaison, là, je vois maintenant qu'il y a ces liens qui ont été rajoutés. Il y a un lien entre les deux qui a été enlevé. Donc ça, on va pouvoir regarder ça un peu plus dans le détail, mais ça, c'est pas très important ce qui se passe ici. Si je raffiche au SPF, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre ces deux routeurs, il y a énormément de voisins OSPF. Il y a des interfaces qui auraient sans doute dû être mises en passive là-dedans. Donc voilà, donc ici, si maintenant je vais venir sur le deuxième jour, je vais regrouper ça. Voilà. Donc là, maintenant, on voit que le deuxième jour, j'ai ma résilience, enfin, mon site qui a été fixé et c'est de nouveau résilient. Donc ici, ça apparaît plus en rouge. Donc on a résolu un potentiel problème qui aurait pu causer des soucis plus tard, en regardant ça. Et maintenant, je vais montrer ça. Je voulais aussi montrer qu'il était possible d'utiliser tout ce qu'on a vu sur les règles, tout ce qu'on a vu jusque maintenant, les règles de vérification. Je peux les superposer ici. Et donc là, moi, dans mon cas, ce que je voulais faire, c'est un exemple, par exemple, on souhaite migrer nos serveurs NTP. Je vais dû retourner sur ma première journée. Ça ne change pas grand-chose. Donc voilà, donc là, ici, on retourne sur le premier jour et ici, j'active ma règle de vérification NTP qui m'affiche les équipements qui sont en rouge et tout cela sont en vert. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le management et regarder un peu le détail de ce qu'on peut faire avec l'outil, je dirais, les règles de vérification et comment on peut les utiliser pour en faire un outil de compliance. Ici, donc, j'ai créé une règle qui regarde la migration vers le serveur, ce serveur-là, donc 10.0, 10.10. L'idée, et ça c'est peut-être un point important, je pense que je n'ai pas encore assez appuyé dessus, c'est IP Fabric ne s'intéresse pas vraiment à la configuration de l'équipement. Ce qu'on veut, c'est l'état de l'équipement. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse, parce que c'est une chose de regarder la configuration, mais si on prend cet exemple de NTP, ce n'est pas parce que j'ai configuré le serveur NTP sur tous mes équipements de mon réseau que ça veut dire que c'est terminé, le job est fait et que je peux rentrer chez moi. C'est ensuite comment est-ce que je vérifie que j'ai bien réussi à atteindre cette connexion et à mettre mon horloge à jour. Elle est là vraiment cette idée. Et c'est ça qui est ici qui est assez important. Donc,
si je vais faire un filtre sur le site 38, celui qu'on regardait, ici, je suis capable de voir donc, du coup ceux qui sont pas configurés correctement. Donc là, ici, c'est assez simple, NTP n'est pas configuré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que si on passe sur la deuxième journée, ici, je vais afficher maintenant ceux qui sont en orange, parce que je crois qu'il n'y en avait pas sur le site 1, il n'y en avait pas qui étaient en orange. Et sur le site 2, le deuxième jour, si je reviens ici, je suis capable de voir qu'il y a une source qui est configurée, qui est bien celle-là, mais on n'a pas réussi à l'atteindre. J'avais affiché, j'ai créé un filtre ici qui m'affiche tous ceux qui ne sont pas OK. Et je vais le mettre juste pour le site 38, comme ça on verra ça. Ici, voilà. Là, j'ai ceux qui sont en vert, qui ne m'intéressent pas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est cela. Donc là, je suis capable de voir que ces deux-là ont été configurés, bien configurés, mais ils ne fonctionnent pas. Et c'est là où l'idée est vraiment importante, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que la configuration a été mise en place que ça va fonctionner. Et d'où l'importance donc de ces règles qui vont aller plus loin que de regarder la configuration, mais c'est vraiment l'état du réseau. Donc, comme on le voit ici dans ce cas-là. Et ce point NTP, je vais aussi y revenir après dans la partie intégration avec l'API et comment est-ce qu'on peut utiliser ça par exemple dans PRTG. PRTG, donc par exemple, l'utilisation de l'API. Mais avant d'aller là-dedans, je voulais juste présenter rapidement peut-être d'autres vérifications qu'on fait qui sont importantes parce qu'elles ne sont pas forcément faciles pour une personne on va dire, de récupérer ces informations-là. Donc, le premier, et pareil, j'ai aussi un cas où on avait eu des soucis avec ce cas-là en particulier, c'est quand on commence à regarder les interfaces MTU, comment sont configurées la MTU sur nos interfaces. C'est assez facile pour une personne de lancer un script et de récupérer toutes les MTU configurées sur toutes les interfaces. Maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué quand on veut corréler cette information pour avoir quelle est la MTU configurée sur une interface et sur l'interface voisine. Ici, juste en cliquant ici et en allant sur ceux qui sont en orange ici, j'ai cette vue qui va me dire où est-ce que j'ai une configuration qui n'est pas consistante. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a un problème, mais ce n'est pas consistant. C'est-à-dire qu'elle est différente entre la source et la destination, donc entre les deux points d'interface. Et donc voilà, très rapidement, vous allez pouvoir capable de surveiller ce que vous avez donc ici et potentiellement d'éviter un problème sur, encore une fois, un lien primaire qui tombe, le lien de backup, la MTU n'était pas configuré correctement entre les deux côtés, et vous vous retrouvez avec un problème qui peut être assez compliqué à troubleshooter et de toute façon va créer un impact assez important, ce qu'on cherche à éviter. Et c'est vraiment pour illustrer, je pense, ce qu'on disait de la notion de proactivité. C'est que grâce à l'automatisation de beaucoup de tâches qui sont chronophages, ça permet aux ingénieurs, à des administrateurs ou surtout des architectes d'avoir plus de temps à consacrer à l'assainissement du réseau, à de l'optimisation, une meilleure résilience et commencer à jeter un coup d'œil sur ce genre de projet. Est-ce qu'il y a une cohérence au niveau du MTU? Est-ce que tous les serveurs NTP sont bien configuré. Voilà. Donc, c'est toujours de prendre le temps qui a été économisé grâce à l'outil pour de l'automatisation de documentation ou alors du troubleshooting et le reporter sur de l'optimisation. Ok, très bien. Donc, tout ce qu'on regarde ici, c'est-à-dire dès qu'on achète le produit, on a tout de suite ces fonctionnalités. Il n'y a rien à développer, il n'y a rien à customiser. C'est vraiment j'allume et je profite. C'est ça. Vas-y. Non, ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, voilà, c'est tout compris. C'est-à-dire que quand vous achetez l'outil IPFabric, vous avez la plateforme avec toutes les fonctionnalités, toutes les règles de conformité qui sont déjà mises en place. Et après, bien sûr, certains de nos clients disent moi, je suis plutôt intéressé pour la partie compliance ou pour la partie topologie ou pour la partie end-to-end pass. Malheureusement, on n'a pas d'aspect modulable. C'est-à-dire que voilà, si vous achetez IPFabric, vous avez tout ensemble. Voilà. Il n'y a pas de système de licence qui dit voilà la licence pour le routage, la licence pour niveau 2. Non. Le licensing, en fait, il est très simple. Il est basé juste sur le nombre de nœuds, donc d'appareils réseau
qui va être pris en compte dans le scope de licensing, donc d'analyse. Donc, ça sera vraiment les appareils qui nous fournissent des informations, les switches, les routeurs, les pare-feux, les load balancers et les contrôleurs Wi-Fi. Voilà, pas les points d'accès, juste les contrôleurs. Donc, il n'y a pas de licensing par fonctionnalité. Non, c'est ça. C'est vraiment juste la plateforme en soi, basée sur le nombre d'appareils que vous voulez manager. Ça arrive des fois que nos clients disent, bon, bah, on veut se concentrer vraiment sur notre partie critique de l'infrastructure, et dans ce cas-là, ça sera sur le data center, avec, par exemple, une visibilité de Cisco, ACI, avec le reste du campus, et comment tout est intégré. Et après, ça arrive de dire, bon, bah, je vais avoir cette visibilité sur juste mes environnements qui sont très distants, et avoir une documentation mise à jour. Ça dépend vraiment des cas d'usage et des besoins du client. Et dans le snapshot, je peux bien exclure des équipements parce que je sais qu'on va les licences. Par exemple, j'ai acheté une licence de 500 équipements, mais dans mon parc, j'ai 1000 équipements. Je peux commencer à exclure des équipements pour avoir seulement les équipements qui m'intéressent. Tout à fait, c'est ça. Dans la découverte, il y a un paramètre pour dire je veux inclure tel subnet, ou alors je veux exclure telle adresse IP. Comme ça, je canalise vraiment mon analyse et la découverte sur ce qui m'intéresse. Tout à fait. On peut voir le end-to-end pass, s'il te plaît, Sébastien? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Ouais, ouais. tout à fait. J'allais oublier, excusez-moi. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, donc, comme tu as dit, si je vais dans les pass verification, c'est juste un raccourci pour aller vers mes end-to-end paths. Donc ici, on va arriver on va prendre un cas de figure où on reçoit un appel d'une personne qui dit je veux me connecter sur une application. J'aurais dû prendre l'autre. Donc voilà, j'ai une source. Donc d'ici, destination sur le port 443. On a la personne qui nous appelle et qui dit voilà, j'arrive pas à me connecter à cette application. Donc ce que je vois ici, donc j'ai ma source ici. Ce lien en violet, donc c'est le lien qui correspond au niveau 3, donc c'est ma default gateway qui sera le routeur ici. Et au-dessus, on voit les switches, le niveau 2 pour atteindre donc, cette default gateway. Si je clique sur un équipement, je vois la décision qui a été prise par le switch pour faire passer le trafic. Si je clique sur un routeur, je vais avoir le détail de ce que le routeur a fait pour faire la même chose, pour faire passer le trafic, ainsi que le détail, s'il y en a, de l'access list. C'est ce que je disais tout à l'heure, on regarde aussi pas que le côté réseau, mais le côté sécurité aussi, de voir est-ce que le trafic est autorisé. Donc là, dans ce cas-là, on voit donc c'est vert, donc le trafic est bien autorisé à passer. On passe par le cloud MPLS. Donc, encore une fois, si je clique dessus, on va avoir des informations sur les labels qui sont utilisés ici. Et maintenant, on va s'intéresser, on va regarder sur la partie intéressante. Donc, on arrive proche de la destination et on voit ici ce firewall donc en rouge. Ce qui est important de dire ici, c'est que ce firewall-là, je n'ai pas besoin de savoir quel type de firewall c'est, que ce soit un Cisco, dans notre cas, c'est un Juniper ou un Fortinet, il n'y aura pas de différence, l'affichage sera fait de la même façon. Encore une fois, on ne regarde pas, on est vendeur agnostique, on va dire, l'affichage sera le même. On voit que le routage est bon. Par contre, au niveau des règles de firewall, on a une règle qui le bloque. Et si on regarde ici, on a bien le deny qui correspond ici. Donc là, on a le firewall qui bloque le trafic. Et si je regarde l'équipement qui est derrière, j'ai aussi le switch qui a une access list qui bloque ce trafic. Donc, il y a possibilité, si je regarde dans les access lists, par exemple, de ce switch ici, de regarder en détail donc, ce qui se passe ici sur celle-là. On va mettre dans l'ordre. Et voilà, donc je suis capable de voir l'access list qui a été créé. Donc tout ça, j'y ai accès sans me connecter sur l'équipement. Je peux voir exactement ce qui se passe, pourquoi est-ce que le trafic n'est pas autorisé. Donc voilà, donc j'ai l'utilisateur au téléphone, je vois que ça passe pas. Ce que je peux faire, c'est je vais regarder par exemple sur le port 80, parce qu'il me disait que ça fonctionnait avant. Et là, je vois que sur le port 80, le flux passe, il est autorisé par le firewall. Maintenant, on n'utilise plus la même, on ne passe pas par là. Ici, on a bien la règle numéro 2, c'était la 3 avant, donc le HTTP est autorisé. Et l'access list de celui-là ne bloque plus ce trafic. Donc là, les deux laissent bien passer le trafic, donc sur le port 80, c'est bon. Donc là, dans cette situation, je peux dire à l'utilisateur, changer HTTPS, utiliser juste HTTP, et ça devrait fonctionner. Maintenant,
j'ai vu ça et je peux me dire, bon, on a un problème, il faut sécuriser cette application et je vais aller demander à mes équipes de vérifier que le port 80 est bloqué à partir de maintenant. Donc, ce que je vais faire, donc là, j'ai le port 80, je leur ai fait la demande et on arrive donc au deuxième jour. Et là, maintenant, le deuxième jour, on voit que le firewall bloque bien le trafic. Donc ça, c'est très bien, c'est ce que je souhaitais voir. Et si maintenant, je vais vérifier que le port 443 passe bien. Sinon, on va avoir un souci. Voilà, donc le port est bien autorisé. Donc ça, c'est super, on a réussi à faire ça. Et donc, ce que j'avais utilisé, c'est le pass verification qu'on a. C'est ici. Il va regarder si le trafic, on peut décider si on veut qu'il soit autorisé ou s'il soit bloqué. Donc là, dans notre cas, il est en passing. Donc, je veux que le trafic soit autorisé pour celui-là. Par contre, pour le 80, je veux qu'il soit bien bloqué. Donc ici, on est d'accord, le flux est bien bloqué. Maintenant, avec une vérification comme ça, ce qu'on peut faire, c'est regarder s'il s'est passé quelque chose. Par exemple, si quelqu'un arrive à bypasser les firewalls. Ça, c'est un problème qui va être posé, par exemple, voilà, quelqu'un bypasse le firewall. D'un point de vue sécurité, le firewall est configuré pour faire ce qu'il doit faire, mais le trafic ne vient pas vers lui. Donc, vos équipes de sécurité ne vont pas forcément le voir et les équipes de réseau vont peut-être pas être non plus au courant du coup de ce bypass dans ce cas-là. Donc là, ici, si je fais une comparaison et je regarde ce qui se passe sur le troisième jour, je vois que le trafic ici, il bypass le firewall. On est connecté directement ici. Et donc là, à ce moment-là, si je fais ça, on sera capable de voir ici que le troisième jour, on va avoir un fail. Donc si je retourne dans mon pass verification, ici, si on porte donc le port 80, c'était celui qu'on voulait regarder, je vais aller sur le troisième jour et on voit qu'ici, le port 80, je m'attendais à ce qu'il fail, mais en fait, il est OK. Donc, à partir de ce moment-là, on voit ici, j'ai un pass verification qui est affiché en rouge. Et donc là, j'ai bien un problème du coup qui a été créé, c'est-à-dire que ma règle de firewall qui devait bloquer le port 80, du coup, le trafic arrive à l'atteindre. Je ne sais pas si c'est un problème de firewall, si c'est un problème de réseau, mais je suis capable de voir que ce path n'est plus bloqué et qu'il arrive bien à atteindre sa destination. Et donc ça, ensuite, je peux très facilement, comme on l'a vu, donc aller regarder sur le schéma end-to-end path et regarder pourquoi le trafic passe dans ces cas-là et voir que le firewall a été bypassé. Donc voilà pour le troubleshooting. Je ne vais pas rentrer dans... le point pour finaliser ça sur la partie troubleshooting, c'est vraiment la possibilité ensuite d'aller voir directement les équipes de sécurité. Et comme tout le monde a la même base de données, tout le monde parle le même langage et il n'y a pas donc de différence de sources différentes. Et c'est très simple ensuite de juste partager un lien pour une équipe d'administration ou une équipe de sécurité, de dire, voilà, en fait, la vérité, la source de vérité observée, voici la vérité. Ok. Moi, j'ai deux questions par rapport justement à la résolution d'incidents. Est-ce qu'on peut, par exemple, quand on prend ce snapshot, est-ce qu'il prend aussi l'utilisation d'un point de vue bande passante des liens pour détecter une congestion quelque part sur le réseau? Par exemple, imaginons un utilisateur qui appelle, qui dit voilà, c'est très lent. Parce qu'en fait, quand ça marche pas, soit le chemin de routage n'est pas fait correctement, mais des fois le chemin de routage il est fait correctement, mais on a une congestion quelque part. Est-ce qu'on est capable de détecter ce genre de choses? Tout à fait. C'est-à-dire que, par contre, ce ne sera pas sur de l'information en temps réel, ce sera l'information qui sera basée sur le moment où a été pris le snapshot. Du snapshot, ok. C'est ça. Donc, ça veut dire que là, ici, donc là, j'ai regardé, j'ai mis en place un filtre. Là, je suis capable de voir qu'il y a eu des drops, qu'il y a des drops donc, sur l'interface. Voilà, on peut aussi regarder donc, les transferts, voir l'utilisation. Vous êtes capable de voir ça. Voilà. Par contre, ce sera pris sur le moment du snapshot. Ouais. Comme on l'avait dit tout à l'heure, ce sera aussi possible de rafraîchir juste pour cette vue-là. C'est-à-dire que si je veux regarder en détail maintenant, je peux tout à fait rafraîchir ici, demander de rafraîchir dans ce snapshot les équipements qui sont dans la vue, ou créer un nouveau snapshot avec ces équipements-là. Okay, ça, je peux le faire et ça va me permettre du coup d'avoir une information qui sera du coup récente
pendant l'incident. Ouais. Et la deuxième question, est-ce qu'on mesure aussi la latence? Par exemple, quand on prend ce snapshot, on sait que chaque liaison point à point, voilà la latence associée ou Non, l'outil ne sait pas? ça va pas être une information qu'on va récupérer. Parce je réfléchis. Sinon, on ne prend pas d'informations via NetFlow, par exemple, ou ce genre d'informations. Donc, on va pas collecter d'informations, hormis celles qui sont sur les équipements réseau sur lesquels on s'est connecté. En fait, par exemple, quand on fait un SSA sur un équipement, donc il connaît tous ses voisins de niveau 3. Est-ce qu'il ne peut pas lancer un ping sur tous ses voisins pour mesurer la latence et reconstruire en gros cette latence de bout en bout? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais, mais c'est une bonne idée. C'est pas quelque chose qui est fait en ce moment, mais effectivement, c'est vrai que ça pourrait être une solution pour essayer de comprendre un peu, savoir le délai qu'il y a pour passer d'un Voilà. équipement à l'autre, effectivement. Mais aujourd'hui, Epifabric utilise juste un accès en read-only, donc il ne se permet pas en fait de taper des commandes, mais plutôt pour récupérer juste l'information. Donc oui, effectivement, ça serait pas mal en fait d'avoir cette fonctionnalité qu'en plus. Mais oui, je pense pas que je l'ai vu pendant mes projets avec Epifabric, je l'ai jamais vu en fait qu'il est capable de faire ça. Mais pour une raison simple, je comprends, c'est parce qu'effectivement, il est là juste pour récupérer la configuration, pas pour ajouter pas pour taper des commandes, sachant que les ping aussi, ça fait partie des commandes qui n'ont aucun impact. ouais. C'est Juste vrai. avec un ping, ouais. Parce qu'en fait, c'est souvent les incidents les plus tordus. C'est l'utilisateur qui appelle, qui dit mon application elle est très lente. Donc, et c'est souvent soit des problèmes de congestion, soit des problèmes de latence quelque part. Mhm. Et après la latence, c'est un ping. Mais bon, enfin, C'est Non, bah, une réflexion qu'on peut, oui, pardon, c'est une c'est ce que réflexion je qu'on dis. peut avoir et je pense que on est toujours ouvert à la discussion et à l'amélioration du produit. Il faut voir ensuite s'il n'y a pas d'autres éditeurs qui sont vraiment spécialisés sur les problèmes de latence et de congestion et peut-être se dire, bon, autant vraiment se focaliser sur ce qu'on fait de bien. Et si on commence à ouvrir à d'autres fonctionnalités, ça va peut-être faire bien sûr. doublon avec d'autres choses. Et donc, on prend le parti de dire, autant faire bien les choses qu'on fait, s'intégrer avec d'autres outils, par exemple PRTG. Je pense si on a le temps Ouais. de montrer un cas d'intégration qui, eux, vraiment font de la performance, de l'analyse de performance et ensuite le combiner avec de l'intégration API. Mais c'est un point qui est intéressant ou qu'on peut discuter. Ouais. Je le note parce qu'effectivement, c'est intéressant. Mais déjà, ce que vous avez montré, c'est on ne pouvait pas imaginer le gain en termes de temps que ça procure pour un exploitant ou un ingénieur réseau. C'est que pour moi, c'est la première étape à faire, c'est ça. Et puis après, ça va. Parce que, en fait, quand on fait du troubleshooting, il faut identifier une zone de recherche. Et donc, l'outil va directement dire il faut chercher ici. Et après, j'ai envie de dire, c'est l'humain qui va cibler 2 ou 3 équipements, et puis il va concentrer la recherche sur ces équipements-là pour accélérer au final le troubleshooting et diminuer l'indisponibilité. De repérer un tronçon et à partir de là, vraiment creuser un peu plus et faire des pings, essayer de comprendre la latence pour vraiment identifier. Et c'est ça aussi, IP Fabric va donner des indications sur un endroit, sur un trafic. Et ensuite, bien sûr, c'est comment interpréter ces données et comment on arrive à les traiter et avancer pour résoudre les incidents. Et ce que tu dis aussi, Hicham, sur aider à mettre l'ingénieur sur la bonne piste, il y a aussi le fameux problème du schéma qui n'est pas à jour. Et ça, je pense que tout le monde l'a plus ou moins eu, où on commence à regarder un schéma pour essayer de voir où peut être le souci. Et en fait, le schéma est pas à jour. Du coup, on part dans des mauvaises pistes et on se rend compte quand on se connecte sur les équipements si les informations ne sont pas à jour, on part sur les mauvaises pistes et on met 2 fois plus de temps à cerner le problème. Donc ici, on n'a pas ce problème-là parce que les schémas donc, du coup, seront à jour. Le end-to-end pass aussi qui va nous aider à nous mettre sur la piste est aussi à jour. C'est-à-dire pas instantané, mais il va dater donc, du dernier snapshot. Bien sûr. Oui, donc Driss nous proposait peut-être
qu'on montre un peu comment on arrive à générer donc, ces rapports de low level à high level. Je ne sais pas, parce qu'au niveau, niveau du temps, on avait aussi préparé peut-être un cas d'intégration avec, avec un autre outil, mais peut-être, si on n'a pas le temps, ça peut être peut-être l'occasion de refaire une autre session un peu plus, qui sera un peu plus poussée et orientée vraiment sur les cas d'usage automatisation. Ça dépend, on va dire, votre je peux montrer je suis en train de le télécharger ici, le low level design du site qu'on regardait donc tout à l'heure, si je l'ouvre. Ça va vraiment pas prendre longtemps. Et après, je dirais en 10 minutes, je peux aussi montrer l'intégration API. Je peux faire ça. On peut partir là-dessus, d'accord. Voilà. On prend encore un peu de temps. Si ça vous va. Je pourrais aussi passer 2 heures en plus, mais... donc voilà, donc là ici, juste en faisant 2-3 clics, j'ai besoin de rien faire d'autre que de cliquer sur le lien et le site qui m'intéressait. Et je suis capable d'avoir donc le détail de tout ce qui se passe sur ce site, donc qui va être la liste des équipements, les OS et les operating systems qu'on a à l'intérieur, et donc tout un tas de détails. Je ne vais pas forcément rentrer dans toute la liste, mais voilà. Donc vous allez avoir tout ça qui va être généré automatiquement et mis à jour automatiquement. C'est-à-dire que si je reviens le lendemain pour régénérer ce lien, ici, là, par exemple, vous voyez le problème de résilience qu'on avait ici. Si je régénère ce même lien sur le snapshot suivant, on verra qu'ici, on a bien la résilience qui a été mise en place, qui a été corrigée. Donc, voilà comment on peut très facilement accéder à des informations comme ça qui peuvent servir, comme on le disait, pour des audits, par exemple, ou pour des interventions ou des sites, ouais, des migrations. Oui, c'est ça. Donc voilà le type de document qu'on peut aussi récupérer directement. J'ai l'impression que Word m'embête. Vous voyez toujours mon écran? On voit, je pense, Word qui était en train de charger. Ouais. Ok, bon. Tant qu'on voit ça, c'est le principal. Ok, donc maintenant, on va aller partir sur... je vais faire 2 choses que je vais montrer donc, avec PRTG. Le premier, sur le... Pour moi, je vois deux façons d'utiliser PRTG ici. Donc, ce que je vais faire, c'est le premier. Donc, si je remonte mon NTP ici, donc ici, on voit que j'ai ces équipements en rouge. Sur le deuxième jour, on voit que ceux-là ont été fixés, ceux-là sont en orange, c'est ceux qui ont été mal configurés, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à accéder au serveur NTP, bien que la configuration était rentrée correctement. Et le troisième jour, tout est vert ici. Donc maintenant, ce qu'on peut faire avec PRTG, c'est qu'on va pouvoir utiliser un sensor qui va aller récupérer les informations de l'API. Donc si, je ne l'ai pas montré encore, et ça c'est important, sur toutes les tables que vous voyez ici, si je clique sur le point d'interrogation ici, je suis capable de voir quelle est la requête qu'il faut que j'envoie pour récupérer la table exactement comme je la vois ici. Donc, par exemple, si je suis sur le troisième jour, donc ici, je vais juste, si je fais ça et que je mets mon site 38, que je clique sur le point d'interrogation, j'ai exactement la commande à utiliser, donc le payload à utiliser, avec le filtre ici et la règle de vérification que j'ai au-dessus. Donc, si j'utilise ça, je vais avoir exactement cette table ici. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'avec PRTG, vous pouvez faire des appels API comme sensor. Donc maintenant, si je regarde mon sensor ici, NTP, je suis capable de vérifier ce qui s'est passé et de le surveiller automatiquement sans regarder plus en détail et de voir comment le nombre d'équipements qui n'étaient pas correctement configurés a évolué. Donc on voit, donc là ici l'échelle de temps, on va dire, ne correspond pas vraiment parce que c'est quand moi je l'ai utilisé, mais on voit que on avait le jour 1 était ici, on est passé au deuxième jour ici, et au troisième jour, on a encore augmenté le nombre d'équipements qui étaient donc compliant. Donc voilà. Ce que tu fais, si je peux, donc c'est de prendre un paramètre d'IP Fabric, que ce soit le nombre d'équipements, que ce soit un protocole, une stabilité d'un protocole ou n'importe quoi, et de l'appliquer dans PRTG pour avoir cette tendance. Ouais, d'accord. C'est ça. Et donc ici, c'est ce que je vais vous montrer, comme tu as dit, voilà, vous pouvez surveiller le nombre d'équipements que vous avez.
Là, ici, dans notre cas, on regarde aussi le nombre d'entrées ARP, le nombre de routes qu'on a. Et ce que je voulais rapidement montrer aussi, c'est ce que vous voyez ici donc dans les settings. Ce qu'on a utilisé ici, c'est rien d'autre que ce qu'on voyait quand on était dans cette partie ici en regardant ça. C'est-à-dire que j'ai demandé à récupérer les informations que je voyais ici. Et dans le cas de ce SNMP-là, je voulais ceux qui n'étaient pas en vert, c'est-à-dire vraiment juste la somme de ceux qui ne sont pas correctement configurés, ceux qui sont configurés mais on n'arrive pas à les atteindre, et ceux où ce n'est pas du tout configuré. Donc voilà un exemple de comment on peut faire une intégration de ce niveau-là. Ensuite, le deuxième exemple, et là, c'est là où on va arriver sur, je vais le montrer ici d'abord, donc on va arriver sur un autre site. 48. Okay. Donc là, ici, on est sur le deuxième jour, où j'ai ce site qui est ici, et on a un projet de rajouter des serveurs ou d'agrandir ce site, et donc je vais devoir rajouter des équipements ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais travailler ce soir, je vais connecter mes équipements et le lendemain, il y aura donc ces 3 équipements qui vont être ajoutés. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où le snapshot va être effectué par IP Fabric, si on dit qu'on le lance tous les soirs à minuit ou à 3 heures du matin, enfin, à ce moment-là, IP Fabric va lancer le snapshot. Et ce qu'on peut faire donc, dans les settings, c'est envoyer un webhook qui va donc du coup activer un script, et c'est ce que je vais montrer. Moi, ce que je vais faire dans ce cas-là, comme le 3e jour est déjà loadé, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler le webhook qu'on va lancer, mais c'est rien d'autre que la même chose que cette commande qui est ici, qui dit que IP Fabric vient de terminer la découverte d'un snapshot, et c'est juste l'information que j'envoie. Ensuite, ce que le script va faire, il va comparer ce snapshot-là avec le jour d'avant. Donc, on va comparer entre 3 et 2 pour vérifier quels sont les équipements qui ont été ajoutés. Donc là, dans ce cas-là, moi, je regarde uniquement les équipements qui ont été ajoutés. Bien évidemment, il faut regarder aussi ceux qui ont été supprimés et mettre à jour, on va dire, correctement en fonction de toutes ces informations-là. Donc, l'idée, c'est de se dire, moi, ce que je veux, c'est que PRTG, automatiquement, le lendemain matin, contienne les 3 nouveaux équipements que j'ai rajoutés. Donc, ce que je vais faire, je vais juste retourner ici pour montrer donc, les équipements au 3e jour. Ici, 3e jour, donc on voit qu'on a voilà, AC13, AC14 et AC23 qui ont été rajoutés. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais mettre ça ici. Donc là, ici, j'ai mon serveur sur lequel on va avoir qui va attendre de recevoir le webhook. Donc ça, c'est ce script ici qui va faire qui va aller demander à IP Fabric les informations pour récupérer le nombre d'équipements qu'on avait avant, qu'on avait après, et de vérifier qu'est-ce qui a changé. Et ici, je vais juste donc simuler mon webhook. Donc c'est vraiment, je renvoie juste l'information à ce serveur ici en disant j'ai terminé la découverte du snapshot. Et je fais ça ici. Voilà, donc là on voit que le script ici a bien reçu le webhook. Il va comparer le 3e jour avec le 2e jour. Et on a vu qu'il y avait 3 différences. Donc, il y a 3 équipements qui ont été rajoutés. Et là, je vois qu'il a découvert donc AC14, AC23, AC13 et qu'il a mis à jour dans PRTG. Donc maintenant, si je retourne dans PRTG ici, un petit peu, voilà, je vois que j'ai les 3 équipements qui ont été ajoutés et qui sont en train d'être découverts automatiquement donc, par PRTG, donc, avec les différents sensors sur les différentes interfaces. Donc voilà, après, il est tout à fait possible d'ajouter bien évidemment plus de fonctionnalités pour supprimer les équipements qu'on a supprimés. Mais c'est vraiment pour donner l'idée de se dire, l'ingénieur qui maintenant fait le travail n'a plus besoin de passer, pas forcément des heures, mais de se dire, moi j'ai terminé mon changement, j'ai bien vérifié que ça fonctionnait. Ah, il faut aussi que je mette mes outils de monitoring à jour. Parce que le danger, c'est si on ne le fait pas, et qu'il ne le fait pas le lendemain ou le jour d'après, ensuite on va oublier, on se retrouve 6 mois plus tard avec des parties d'infrastructure qui ne sont pas monitorées et on attend qu'un utilisateur nous appelle pour dire qu'il y a un problème et ce n'est pas une situation qui est agréable. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec un exemple d'intégration comme ça. C'est pas mal. Est-ce qu'on a
dans la communauté dont vous avez parlé tout à l'heure, on a des how-to, c'est-à-dire comment je peux faire pas mal de configurations de ce type, où il faut vraiment aller chercher tout seul. Non, donc de plus en plus, donc on commence à, donc la communauté commence un peu à grandir. On est aussi en train de travailler sur des exemples. On a des intégrations donc, qui sont peut-être pas encore à ce point-là, qui sont partagées, mais qu'on va mettre sur notre GitHub et qui sont voilà, possibles pour vous de récupérer, d'utiliser, d'adapter ensuite pour votre groupe. Mais je sais qu'il existe des intégrations qui ont été faites par d'autres personnes en utilisant Ansible pour générer automatiquement l'inventaire dedans. Il y a aussi, donc ça c'est Ansible, c'est un exemple, il y a ServiceNow aussi, on sait qu'on a pas mal de gens qui travaillent avec ça, ou Netbox, c'est encore un autre exemple. Donc voilà, donc tout ça, on va dire, il y a pas mal de gens qui travaillent un peu dessus et qui apportent leur petite pierre sur leurs différents scripts. Et on a aussi, on va dire, notre Network Automation Evangelist, Darren Fulwell, qui lui, on va dire, chapeaute un peu cette communauté et qui peut aussi donner des conseils, comment bien appréhender ces intégrations, qu'est-ce qu'il ferait. Et donc voilà, d'avoir quand même un peu d'aide et après demander de l'aide de la communauté. Et après, c'est de se lancer aussi, faire des tests et voir si ça marche. Rapidement, pour clôturer ce webinaire, un dernier Ouais. mot, pourquoi acheter Epifabric et pas d'autres solutions? Je pense que ce qu'on avait déjà mentionné, c'est déjà il y a un gain de temps qui est vraiment immense et que ce gain de temps peut être utilisé ensuite pour optimiser le réseau. C'est vraiment sur une approche proactive qui, en ce moment, fait beaucoup de défauts. C'est-à-dire que les ingénieurs sont des pompiers qui doivent intervenir et qui sont juste submergés par les incidents. Et donc, on essaie de prendre un peu de hauteur par rapport à ça, essayer d'automatiser la plupart des choses. Et je pense vraiment par rapport à d'autres solutions qui pourraient proposer quelque chose de l'analyse comme ça, du diagnostic de bout en bout et ce genre de choses, là où il y a vraiment une valeur ajoutée, c'est les résultats qui sont immédiats. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir 4 mois d'ajustement, de déploiement. Dès la première journée, on a déjà un résultat, on a déjà une documentation. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est valorisé par nos clients. D'accord. Et peut-être Vas-y, je te laisse non, je voulais continuer. juste faire pour un dernier mot. Et donc, si les gens qui ont participé à ce webinaire sont intéressés d'en savoir un peu plus sur IP Fabric, de tester ou avoir une démonstration, je pense qu'il y a là où il y a vraiment un intérêt, c'est de déjà comprendre les besoins du client, comprendre quels sont les projets qui sont mis en place, quels sont les types d'optimisation qu'ils veulent rechercher et les problèmes, les défis qu'ils ont. Comme ça nous permettra au mieux de proposer une démonstration comme a fait Sébastien ou de mettre en place un POC ou un test sur les cas d'usage qui les intéressent. Voilà. D'accord. Écoutez, merci à Epifabric d'avoir accepté notre invitation pour nous faire un webinaire en français. Merci à la communauté MHT Expert de participer à ce webinaire. Hicham, si tu as quelque chose à rajouter, je vous propose qu'on termine ce webinaire-là. Et comme Tilman a dit, si vous avez des questions, vous voulez tester l'outil, vous pouvez les contacter en direct ou passer par nous. Donc, on a testé la solution et on sait qu'est-ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas. Merci encore. Et Hicham, tu n'as pas quelque chose à rajouter? Non, non, enfin, je te rejoins, Driss. Honnêtement, c'était très intéressant. Enfin, c'est clair, on sent que le produit a été fait par des ingénieurs réseau. Je pense que c'est des gens qui ont été assez embêtés par la production et ils ont voulu simplifier le travail et puis ils ont pensé aux autres, donc parce qu'ils étaient déjà dans cette position-là. Donc je pense que c'est une des forces du produit, c'est que c'est des gens qui développent en ayant vécu les expériences des ingénieurs réseau et voilà, donc ça permet comme a dit Tilman tout à l'heure et Sébastien, ça permet de gagner du temps et de faire autre chose que être harcelé pour des choses sans forcément grand intérêt. Donc en tout cas, merci encore une fois
pour votre présentation très intéressante. Et encore une fois, si des personnes sont intéressées pour aller encore plus loin dans la solution, ben, vous avez Tillman et Sébastien qui peuvent très bien vous renseigner. C'est un plaisir en tout cas. Et merci encore de l'invitation. Merci Le beaucoup. webinaire, il sera enregistré, il sera posté sur notre site www.mhdexpert.com. Merci beaucoup et à la prochaine webinaire. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.